je suis Marie-Geoffrey Roustil, je suis sociologue et chercheur à l'INSERM, au CERMES 3. Et donc moi je vais vous présenter quelques données de cadrage scientifique, à la fois dans le domaine de l'épidémiologie et dans le domaine de la science politique, pour vous montrer en fait comment la France a choisi un modèle de réduction des risques qui négocie avec la répression et qui de fait a un impact beaucoup plus limité sur l'amélioration de la santé des usagers de drogue. Alors, tout d'abord, quelques données que vous connaissez. Vous savez tous donc l'usage de drogue par voie intraveineuse et en particulier le partage du petit matériel d'injection est le facteur de risque principal donc, de la transmission de l'hépatite C. Et aujourd'hui, on estime que 70% des nouveaux cas d'hépatite C sont liés à l'usage de drogue par voie intraveineuse. Alors, pour répondre donc à cette question, une politique de réduction des risques a été mise en place en France, mais elle a été mise en place, j'y reviendrai tout à l'heure, beaucoup plus tardivement que dans d'autres pays européens, comme par exemple les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Allemagne ou la Suisse, qui, elles, avaient choisi des modèles beaucoup moins répressifs que la France, qui ont permis justement de mettre en place des mesures de réduction des risques de manière très précoce, alors que la France, elle, a attendu la fin des années 80 pour mettre en place la mise en vente des seringues et le milieu des années 90 pour les traitements de substitution. Alors la France se caractérise en fait par un modèle faible de réduction des risques qui correspond certainement un peu à ce que disait Renaud tout à l'heure, c'est-à-dire une vision, enfin une manière en fait de faire cohabiter prohibition et réduction des risques. Et en fait, ce modèle faible de la réduction des risques, contrairement au modèle fort de réduction des risques qui ont pu être mis en place, par exemple aux Pays-Bas ou en Suisse, en fait, se caractérise par un maintien de la pénalisation de l'usage de drogue, par une forme de réduction des risques extrêmement médicalisée, par une forme de réduction des risques qui ne prend pas du tout en compte le contexte social de l'exposition au risque des usagers de drogue, et donc par une forme de réduction des risques qui va ensuite favoriser la stigmatisation des usagers, et donc cette stigmatisation favorise aussi leur exposition au risque. Ce qui correspond tout à fait à ce que vous décriviez tout à l'heure de manière concrète par le biais de l'action que vous avez menée dans le cadre des petits matins. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est qu'en fait, le modèle français, donc, qui est un modèle faible, qui maintient la répression, a une efficacité très relative sur l'exposition au risque des usagers. Alors, au niveau, vous voyez sur ce graphique, en fait, on voit l'impact des différents modèles de réduction des risques sur la prévalence du VIH chez les usagers de drogue injecteurs. Et donc, vous voyez en bas que les pays comme la Suisse, le Royaume-Uni, les Pays-Bas ou l'Allemagne, qui ont mis en place donc, des modèles forts de réduction des risques qui ne criminalisent plus les usagers de drogue, ont eu un impact extrêmement positif sur la diminution de la transmission du VIH. À l'inverse, donc, les pays les plus répressifs vis-à-vis de l'usage de drogue, comme la Russie ou le Vietnam, ont une prévalence du VIH extrêmement élevée. Et la France et les États-Unis, donc, qui se situent dans un modèle de réduction des risques qui est faible, eux ont des résultats très intermédiaires concernant la prévalence du VIH chez les usagers de drogue. Donc on dit souvent que la réduction des risques a eu un impact en France sur la diminution du VIH. C'est vrai en partie, puisque en fait, dans les années 80, environ 50% des usagers de drogue étaient contaminés par le VIH. Là, on est plutôt aux alentours de 10 à 13%. Mais par contre, ça reste quand même très limité si on se compare aux autres pays européens. Alors, autre élément, pour que vous voyez à partir donc, de données donc, toujours sur la prévalence du VIH et du VHC en France, donc cet impact limité de la réduction des risques. Donc vous voyez en fait en bleu clair et en rouge clair les données de l'enquête Coquelicot donc de 2011 et en bleu foncé et en rouge foncé donc les données de Coquelicot de 2004. Donc globalement ce qu'on voit quand même c'est que la prévalence du VIH et de l'hépatite C entre 2004 et 2011 elle a diminué, donc ce qui montre que la réduction des risques marche
en France. Toutefois, ce qu'on voit également, c'est que pour les populations qui ont pu bénéficier de toutes les mesures de réduction des risques, qui sont âgées en fait de 35-39 ans pour l'enquête 2011, on voit quand même que la prévalence de l'hépatite C reste très élevée puisqu'elle est supérieure à 40%. Ce qui montre encore une fois que même si on observe une diminution de la prévalence du VIH et de l'hépatite C, ce modèle faible de réduction des risques fait que la diminution n'est pas aussi importante qu'attendue. Alors, autre élément, toujours lié donc, au modèle faible de réduction des risques, et qui sont des indicateurs en fait extrêmement préoccupants, qui sont aussi issus de la dernière enquête Coquelicot, c'est qu'en fait on a observé entre 2004 et 2011 une augmentation très importante des pratiques à risque chez les usagers de drogue, puisque les pratiques de partage du matériel d'injection ont doublé en fait entre 2004 et 2011, malgré un niveau d'accès important au matériel de réduction des risques, puisque l'enquête Coquelicot en fait est réalisée dans des grandes agglomérations, pour lesquelles les usagers ont accès au matériel de réduction des risques. Ce qu'on observe dans le même temps, en 2011, c'est entre 2004 et 2011, c'est une précarisation très importante des usagers de drogue, puisqu'on a en 2011 un usager sur 5 qui vit dans la rue ou dans un squat, et 6 usagers sur 10 qui déclarent avoir été incarcérés au moins une fois au cours de leur vie. Alors, autre élément, là, qui renvoie à la nécessité de mettre en place donc, des salles de consommation, c'est que dans la dernière enquête Coquelicot, on a un tiers des usagers qui déclarent avoir réalisé leur dernière injection dans l'espace public. Donc, ce qui est beaucoup plus important que ce qu'on pouvait imaginer, mais qui correspond certainement à une réalité donc, qui est vécue par les usagers et qui est également vécue par les riverains. Et là, ce tiers des usagers qui déclarent avoir réalisé sa dernière injection dans l'espace public, c'est pas que sur Paris, c'est sur l'ensemble des villes qui sont incluses dans l'enquête Coquelicot, donc Lille, Strasbourg, Paris, Marseille, Bordeaux, et puis le département de la Seine-et-Marne et de la Seine-Saint-Denis. Alors, ce qu'on sait également, c'est que la répression va également rendre certains groupes encore plus vulnérables, les femmes usagères de drogue, les migrants, les jeunes errants. Et puis, on a également des populations qui sont très peu étudiées, qui sont très exposées au risque de transmission du VIH et de l'hépatite C. C'est les usagers qui sont en milieu rural, puisque eux, ils ont encore moins accès, donc, que les usagers en milieu urbain, au matériel de réduction des risques. Alors ce modèle faible de réduction des risques qui maintient la répression, ce qui fait également, donc vous le voyez sur cette carte, c'est qu'en fait, il se soucie très peu de l'insertion sociale des usagers de drogue. Donc on voit que la France donc, est en vert clair concernant les programmes d'accès au logement et de formation professionnelle spécifiques pour les usagers de drogue. Et donc le vert clair signifie en fait que cet accès est limité ou rare, alors que vous voyez en revanche que dans d'autres pays comme par exemple les Pays-Bas, ou l'Allemagne ou l'Espagne, les programmes d'accès à l'insertion sociale sont beaucoup plus développés qu'en France. Donc là, encore une fois, c'est également une des conséquences de ce modèle faible. Autre élément qui caractérise la France, alors là, je ne sais pas pourquoi c'est en gris, et on marque qu'il n'y a aucune donnée, donc c'est sur l'accès aux salles de consommation, enfin la disponibilité des salles de consommation en Europe. Donc on sait donc, que la France n'a toujours pas de salle de consommation de drogue à moindre risque en Europe, alors qu'on voit que d'autres pays en Europe en sont pourvus. On a une centaine aujourd'hui de salles de consommation qui existent. Alors, ce dont je voulais vous parler également, et qui a un impact direct sur la question, enfin par rapport à la répression, c'est la question du fait de fonder les politiques publiques et les politiques de réduction des risques sur des évidences scientifiques. Donc en 2010, il y a une déclaration donc, qui a été signée par des chercheurs en santé publique et des intervenants, qui est la déclaration de Vienne, et qui a demandé aux États, au niveau international, de fonder les politiques de réduction des risques sur des preuves scientifiques et non sur de l'idéologie. Alors le problème, c'est que la France, elle, a du mal à intégrer cette évidence et considère généralement que ce qui a été efficace ailleurs en matière de réduction des risques, c'est-à-dire ce qui a été expérimenté aux Pays-Bas, en Suisse ou en Allemagne, comme les salles de consommation supervisées, les programmes d'échange de seringues en prison, ne seront pas adaptés au contexte français.
Alors on peut quand même, pour être un peu plus optimiste, à noter quand même les avancées récentes de la politique gouvernementale avec l'idée qui est très développée dans le rapport de la Mildeka de fonder les politiques sur l'evidence-based. Mais justement, comment on peut expliquer les réticences et les retards français ? Alors, par rapport à ces innovations de santé publique. Alors, on a parlé tout à l'heure de la loi de santé publique de 2004, qui certes constitue une avancée, mais le fait que cette loi de santé publique s'inscrive dans un contexte qui reste répressif rend en fait cette politique de réduction des risques extrêmement fragile en France, puisqu'il y a un maintien de l'interdit légal et une perception morale de l'usage de drogue qui ont été évoquées par les collègues de Charonne tout à l'heure, et qui font en fait qu'il y a un flou autour de ces questions et également une forme de confusion qui est parfois difficile à appréhender pour les riverains et pour les forces de police. Alors en France, on voit également que le modèle faible de réduction des risques fait toujours peser le poids de l'idéologie en priorité par rapport aux évidences scientifiques, et le modèle faible donc de réduction des risques entraîne également des réticences très fortes vis-à-vis de toutes les innovations en matière de réduction des risques, qui sont généralement perçues comme une forme de prosélytisme ou comme une forme de renoncement vis-à-vis du soin. Et donc, ce modèle faible de réduction des risques qui fragilise donc cette politique en France, il ne prend pas en compte l'exposition aux risques liés au contexte social dans lequel consomment les usagers de drogue, et il favorise l'exposition donc de ces usagers. Alors la France, en fait, se caractérise par une réticence historique vis-à-vis d'un certain nombre d'innovations. Donc on observe aujourd'hui des hésitations par rapport à la question de l'accompagnement et de l'éducation aux risques liés à l'injection, une difficulté, des lenteurs à mettre en place donc, les salles de consommation médicalement supervisées, alors que le débat existe en France depuis plus d'une dizaine d'années. On a eu également beaucoup de mal à prendre en compte la question de l'exposition au risque chez les usagers de crack. On a une accessibilité aux seringues qui reste insuffisante encore aujourd'hui, des kits d'injection qui ne permettent pas de réduire efficacement le risque VHC, un tabou persistant des programmes d'échange seringues en prison. Alors on a des réflexions en cours sur l'ensemble de ces sujets qui devraient normalement permettre à ces innovations de se développer prochainement, mais en fait chaque année on a l'impression que ça va se mettre en place et ça prend toujours un petit peu plus de temps. Alors au niveau international, pour terminer, pour conclure donc, sur cette question de la répression, on sait que la littérature internationale a mis en évidence l'impact extrêmement délétère donc, de la répression sur l'exposition aux risques chez les usagers de drogue. Le dernier rapport de la Commission globale sur les politiques des drogues recommande le changement des politiques en matière de drogue, et en particulier recommande la fin de la criminalisation des usagers pour être efficace donc, sur l'épidémie d'hépatite C. Philippe Bourgois dans les années 90 et ensuite Samuel Friedman ont montré que la criminalisation augmentait l'exposition au risque VIH chez les usagers de drogue, parce que des usagers qui vont injecter dans la rue et qui vont craindre d'être repérés par les forces de police vont réaliser leurs injections rapidement et donc ne vont pas être à même de mettre en place l'ensemble des stratégies de réduction des risques. On sait également, ça a été évoqué hier en plénière, que la criminalisation entraîne des coûts financiers extrêmement importants qui pourraient être réinvestis dans la prévention et le traitement. Et à l'inverse, la littérature internationale montre que les actions de réduction des risques sont coût-efficaces sur le VIH et sont partiellement coût-efficaces également sur l'hépatite C. Alors pour terminer, donc l'ensemble de ces données montre en fait qu'il est indispensable aujourd'hui de changer de paradigme politique, donc pour mettre fin donc, à la répression et à la stigmatisation de l'usage de drogue, en implantant en France un modèle fort de réduction des risques, à l'instar de ce qui a été mis en place depuis des années, ce qui fonctionne bien dans différents pays européens. Alors, mettre en place un modèle fort de réduction des risques, ça veut dire mettre fin à la criminalisation des usagers, mais ça veut dire également
prendre en compte la dimension environnementale du risque, c'est-à-dire s'intéresser au niveau microsociologique aux normes de consommation des usagers, à leurs conditions de vie, et essayer d'adapter les politiques publiques aux habitudes de consommation et aux conditions dans lesquelles consomment et vivent les usagers. Et puis au niveau macrosociologique, ça veut dire pouvoir agir sur le contexte local et social par des politiques publiques adaptées. Alors mettre en place un modèle fort de réduction des risques, ça veut dire aussi impliquer les usagers de drogue afin de favoriser leur responsabilisation face aux risques, par le biais de l'éducation par les pairs, par le biais de l'autosupport, qui ont fait leurs preuves à l'étranger. Et puis ça veut dire également un modèle fort de réduction des risques, lutter contre la stigmatisation des usagers dans notre société pour aboutir à une véritable politique de réduction des dommages qui favorise l'implication des usagers, mais également l'implication de la société dans son ensemble, en impliquant la population générale et les pouvoirs publics dans cette politique de réduction des risques. Donc je vous remercie pour votre attention.